Imaginons que vous marchez dans les couloirs dorés du château de Versailles, en l'année 1786. Les lustres de cristal projettent des éclats qui se reflètent sur des murs recouverts de soie. L'air est imprégné de parfums et le murmure des conversations courtoises se mêle au doux bruissement des robes de velours. Tout semble une peinture vivante de la grandeur française, jusqu'à ce que, derrière une tapisserie brodée de fils d'or, un son brise l'enchantement. C'est un cri étouffé, faible mais inconfondible, celui d'un enfant qui ne doit pas avoir plus de 12 ans. Sa voix tremble entre la douleur et la peur, tandis que de l'autre côté, certains des nobles les plus puissants de France se relaient pour ce qu'ils appellent, avec un sourire aux lèvres, leur divertissement nocturne. Les rires s'entremêlent à ces lamentations, comme si le malheur d'autrui était une mélodie de fond pour ce jeu cruel. Certaines duchesses, avec des éventails de dentelle, ne détournent pas le regard. Elles parient discrètement sur le temps que tiendra le petit avant de s'effondrer. Il n'y a aucune compassion dans ses yeux, juste la froide curiosité de celui qui a trop vu et a oublié ce que signifie être humain. Et non, nous ne parlons pas d'un roman gothique ni d'une fantaisie sombre inventée pour scandaliser. Cela a été une réalité documentée à la cour qui gouvernait plus de 25 millions de sujets. Vous pensez connaître les excès aristocratiques, que la décadence qui a mené à la Révolution se limitait à des fêtes interminables, des robes hors de prix et des banquets opulents. Mais ce que vous êtes sur le point de découvrir fait passer la fameuse obsession de Marie-Antoinette pour les gâteaux pour un jeu d'enfants de salon de thé. Car l'aristocratie française ne dilapidait pas seulement des fortunes, pendant que les paysans mouraient de faim. Elle avait tissé un réseau systématique d'exploitation si dépravé, si organisé, que lorsque les révolutionnaires ont finalement trouvé les preuves, même des bourreaux habitués au sang et à la cruauté ont pleuré en les lisant. C'est l'histoire cachée de la façon dont l'élite a transformé la perversion en haute culture, les enfants en marchandises et la souffrance humaine en une forme sophistiquée de divertissement courtois. Dans l'Europe du XVIIIe siècle, Versailles n'était pas seulement un palais, c'était le symbole du pouvoir absolu, l'épicentre du luxe le plus raffiné, la vitrine où se montrait au monde la suprématie culturelle française. Les visiteurs étrangers étaient éblouis devant la galerie des glaces, les jardins qui semblaient n'avoir pas de fin, et les cérémonies qui suivaient un protocole minutieux. Cependant, cette façade impeccable cachait un noyau en décomposition, un cœur pourri où la morale avait été remplacée par un appétit insatiable de domination et de plaisir à tout prix. Ici, entre des murs recouverts d'or et de marbre, est née et a grandi une culture dans laquelle la corruption n'était pas un secret honteux, mais un signe de distinction. Et ce qui a commencé comme un passe-temps oisif des très riches s'est rapidement transformé en une machinerie de dégradation humaine, avec des tentacules dans chaque recoin de la société aristocratique. À la fin du XVIIIe siècle, la France se présentait au monde comme le joyau incontestable de la civilisation européenne. C'était le pays de la mode la plus exquise, de la gastronomie la plus raffinée, de la philosophie des Lumières qui promettait de conduire l'humanité vers une nouvelle ère de raison et de progrès. À Paris, les salons intellectuels réunissaient penseurs, artistes et nobles pour débattre de la nature de l'homme, de la morale et du destin de la société. Mais tandis que l'on parlait de liberté, d'égalité et de fraternité à voix basse dans les cercles éclairés, les élites qui détenaient le véritable pouvoir vivaient dans une dimension à part, immunisées contre toute notion de justice. La noblesse française, bénéficiaire de siècles de privilèges héréditaires, avait développé une mentalité dangereuse. Elle considérait que les normes morales du peuple ne la concernaient pas. Elle se croyait non seulement supérieure par la naissance, mais aussi par sa prétendue capacité intellectuelle. Pour eux, la morale conventionnelle était une construction utile pour maintenir l'ordre parmi les ignorants, mais insignifiante pour les esprits éclairés et de sang noble. Cette idée, répétée et acceptée dans leur cercle, leur servit de justification pour transformer leurs désirs en lois privées. Dans cet environnement de pouvoir absolu et de loisirs perpétuels, émergea la figure de Louis-François Armand de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu, petit-neveu du célèbre cardinal qui avait marqué la politique française un siècle auparavant. Le duc ne devint pas célèbre pour ses campagnes militaires, ni pour son habileté diplomatique, mais pour quelque chose de bien plus sombre, ses appétits, aussi démesurés que son influence à la cour.
Vers 1750, Richelieu était devenu le roi officieux du vice aristocratique, une sorte de référence et de maître pour tous les nobles qui voulaient pousser leurs fantasmes à l'extrême. Les registres de l'époque le décrivent comme un homme charmant, doté d'une intelligence affûtée et d'une absence totale de scrupules. Cette combinaison le rendait non seulement dangereux, mais irrésistible pour une cour qui avait confondu la sophistication avec la brutalité. Sa routine quotidienne témoigne de la mesure dans laquelle la dépravation s'était institutionnalisée. Chaque matin, ses serviteurs lui présentaient ce qu'ils appelaient le menu, une liste détaillée des personnes disponibles pour servir pendant la journée, avec leurs âges, caractéristiques physiques, compétences spéciales et état actuel. Richelieu choisissait son divertissement comme un gourmet sélectionne un vin, guidé par son humeur, le temps ou tout autre caprice du moment. Mais Richelieu n'était pas un cas isolé. Le duc d'Orléans, autre membre éminent de l'aristocratie, entretenait ce qu'il appelait lui-même son académie, un hôtel particulier à Paris où enfants et adolescents, certains d'à peine 8 ans, étaient entraînés à toutes sortes de services. La célèbre Madame de Pompadour, publiquement connue comme la raffinée maîtresse de Louis XV, était à la tête de réseaux d'approvisionnement qui garantissaient que la cour ne manquerait jamais de nouveaux visages. Ses fournisseurs parcouraient en villes et villages, toujours à la recherche de victimes potentielles, achetant le silence des familles ou les trompant avec des promesses de travail domestique. Cette transformation de l'aristocratie française en une machine d'exploitation ne fut pas soudaine. Elle fut le résultat de générations entières, jouissant d'une richesse oisive et d'un pouvoir incontrôlé. Au fil des ans, l'ennui des privilégiés se mêla à une philosophie tordue qui défendait que le plaisir, en particulier celui dérivant du contrôle absolu sur un autre être humain, pouvait être considéré comme une forme élevée d'expérience intellectuelle. Dans les salons les plus exclusifs, on discutait de théories qui nous paraissent aujourd'hui monstrueuses. Certains soutenaient qu'éduquer les jeunes par la souffrance les préparait mieux aux difficultés de la vie. D'autres affirmaient que transgresser les limites morales était un exercice nécessaire pour atteindre une compréhension plus profonde de la nature humaine. Sous ce masque d'expérience philosophique, les perversions privées commencèrent à acquérir structure, règles et réseaux de collaboration. Les liens entre ces individus étaient étroits et transnationaux. Des nobles d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie ou de Russie voyageaient en France pour participer à leurs rencontres secrètes ou pour emporter des idées qu'ils répliquaient ensuite dans leur propre domaine. La cour française non seulement tolérait cette circulation d'influence, elle la célébrait comme preuve de son leadership culturel, ignorant ou feignant d'ignorer l'horreur qui se cachait derrière. Avec le temps, ce qui avait été des réunions clandestines dans des appartements privés se transforma en institutions discrètement acceptées par la haute société. La capacité des nobles à se protéger mutuellement et à acheter les volontés, qu'il s'agisse de juges, de gardes ou même de ministres, garantissait que ces activités restaient impunies. En fait, le prestige de certains membres comme Richelieu ou le duc d'Orléans augmentait précisément parce qu'ils étaient connus pour élever leur divertissement à des niveaux de complexité et d'ostentation inédits. Ainsi, dans les décennies précédant la Révolution, la France vivait un paradoxe. Tandis que les idées des Lumières sur la liberté et l'égalité se diffusaient sur tout le continent, dans les recoins les plus protégés de son aristocratie, se développait une culture où l'exploitation humaine non seulement était acceptée, mais considérée comme un art. Un art réservé à quelques-uns, exécuté avec une précision méticuleuse et abrité par le silence complice de ceux qui partagèrent le pouvoir. Et ce serait précisément dans ce silence, aussi lourd que l'or qui ornait les murs de Versailles, que germinerait la phase suivante de cette histoire, la création d'une société secrète qui porterait la dépravation aristocratique à un niveau jamais imaginé. Le point de basculement dans l'institutionnalisation de la dépravation aristocratique survint en 1748, lorsqu'un groupe de nobles, mené par le duc d'Orléans, fonda ce qu'ils appelèrent, avec un cynisme calculé, la Société des libertins philosophiques. Le nom, soigneusement choisi, était un masque parfait. Il sonnait comme un club intellectuel, une réunion d'hommes éclairés débattant des limites de la raison et de la morale. En réalité, il s'agissait d'une organisation criminelle dont le but était de porter l'exploitation humaine à de nouveaux sommets de raffinement et de systématicité, tout en maintenant une façade de respectabilité.
Le noyau opérationnel de la société se trouvait dans un hôtel particulier du quartier du Faubourg Saint-Honoré à Paris, dissimulé derrière de hauts murs et des portails ornés qui maintenaient l'apparence d'un salon aristocratique. De l'extérieur, le bâtiment pouvait être confondu avec n'importe quelle autre résidence de la noblesse. À l'intérieur, cependant, la disposition architecturale avait été pensée pour servir un objectif bien plus sinistre. Au rez-de-chaussée, les salons étaient décorés de meubles en marqueterie, de tapisseries flamandes et de lustres en cristal. C'est ici que les membres étaient reçus et que se déroulaient les premières phases de la soirée. Débats sur la philosophie, la littérature et la politique, accompagnés de vins exquis et de mets venus des colonies. Lors de ces réunions, les invités feuilletaient des catalogues reliés en cuir qui décrivaient en détail les options disponibles pour la nuit. Âge, sexe, traits physiques, état de santé et ce qu'ils appelaient euphémiquement « formation spécialisée ». Sous ces salons brillants s'étendait un monde différent. Les sous-sols abritaient-ils les salles dites de préparation où les victimes étaient instruites, ou, plutôt, brisées, pour jouer le rôle qui leur avait été assigné. Ensuite venaient les salles d'expérimentation, des espaces équipés d'instruments qui rappelaient davantage des chambres de torture médiévales que des chambres à coucher. Enfin, il y avait les salles de récupération, où les survivants recevaient les soins minimaux afin qu'ils puissent être réutilisés. Le fonctionnement de la société était méticuleusement documenté. Pendant la Révolution, un exemplaire de sa charte fondatrice fut découvert dans une chambre forte cachée, un texte qui révélait l'ampleur de ces opérations. Les membres tenaient des registres détaillés de chaque victime, classés par âge, sexe, caractéristiques physiques et type de formation reçue. Ils disposaient de réseaux de recrutement qui s'étendaient à travers l'Europe, avec des agents dans les principales villes dont la seule tâche était de localiser et d'acquérir des sujets qui correspondaient au goût de l'élite. Le plus perturbant n'était pas seulement la brutalité des actes, mais la philosophie qui les enveloppait. Les membres pratiquaient ce qu'ils appelaient la cruauté philosophique. Il ne s'agissait pas uniquement d'obtenir une gratification physique, mais d'explorer, disait-il, les implications intellectuelles du pouvoir absolu sur un autre être humain. C'est pourquoi chaque séance était minutieusement enregistrée dans des journaux personnels. Non seulement ce qui était fait à la victime, mais aussi les réflexions de l'exécuteur sur la façon dont cette expérience avait affecté sa pensée, ses émotions et sa compréhension de la nature humaine. Ces journaux, écrits dans un français élégant et reliés en cuir qui coûtait plus que ce qu'un paysan gagnait de toute sa vie, contenaient des descriptions d'une froideur calculée. L'un des membres les plus influents, par exemple, défendait l'idée qu'infliger de la douleur aux enfants constituait une forme d'éducation avancée, les préparant à la dureté de l'existence et leur fournissant de précieuses leçons sur la soumission et l'autorité. La société ne se limita pas à reproduire des vices individuels. Elle les éleva au rang de rituels élaborés. Elle organisait des séances thématiques, échangeait des méthodes entre ses membres et rivalisait pour concevoir des expériences toujours plus innovantes de leur point de vue tordu. La cruauté philosophique devint, pour eux, une sorte de discipline artistique, un domaine où la créativité et la dépravation se nourrissaient mutuellement. Même l'accès à la société était précisément réglementé. Être admis exigeait non seulement un pouvoir économique, mais aussi la recommandation de plusieurs membres et la démonstration pratique que l'on partageait les inclinations et l'idéologie du groupe. Ce système de filtrage garantissait que les activités restaient entre les mains de personnes influentes et que la loyauté était maintenue grâce à l'arme la plus efficace, la complicité. Avec le temps, la Société des libertins philosophiques devint l'épicentre d'un monde souterrain qui fonctionnait en parallèle de la cour officielle. De là étaient à se coordonner les acquisitions, planifier les soirées et élaborer les justifications théoriques pour blinder moralement ce qui, dans tout autre contexte, aurait été considéré comme un crime atroce. Et bien que beaucoup à la cour connaissaient son existence, la peur et la commodité maintenaient toutes les bouches fermées. Mais cette machinerie du vice organisé n'avait pas encore atteint son expression maximale. Ce qui viendrait ensuite, la fusion entre perversion, art et spectacle, élèverait l'horreur à un niveau qui ferait frissonner même ceux qui avaient déjà trop vu. Avec le temps, les membres de la Société des libertins philosophiques commencèrent à s'ennuyer même de leurs propres aberrations. La routine, aussi extrême fut-elle,
cessait de provoquer la même excitation dans un cercle habitué à transgresser toutes les limites. Ce fut alors qu'émergea une nouvelle idée, aussi tordue qu'élaborée, ce qu'ils appelaient l'art vivant. Le concept consistait à transformer la cruauté en un spectacle esthétique, à créer des représentations théâtrales où les victimes, devenues acteurs involontaires, faisaient en partie d'une composition artistique conçue pour impacter aussi bien les sens que l'imagination des participants. Ces productions n'étaient pas improvisées. Elles exigeaient des semaines, voire des mois de préparation, des dizaines de participants et une logistique digne d'une compagnie théâtrale de premier plan, sauf qu'ici, au lieu d'acteurs volontaires, il y avait des personnes privées de liberté et traitées comme du matériel malléable. La plus célèbre de ces représentations fut le Jardin des délices terrestres, conçu et financé par le duc d'Orléans. Inspiré du célèbre triptyque du peintre Jérôme Bosch, la production cherchait à recréer, en chair et en os, les visions oniriques et perturbantes de l'œuvre. Pour cela, un jardin artificiel fut aménagé dans l'une des propriétés du duc. Là, enfants, adolescents et jeunes adultes étaient même positionnés dans des scènes qui imitaient les détails du tableau. Corps peints pour ressembler à des créatures fantastiques, poses forcées maintenues pendant des heures, et modifications physiques allant des coupes de cheveux et de sourcils aux altérations corporelles permanentes. Certains étaient soumis à des régimes de famine pour obtenir des silhouettes spécifiques. D'autres subissaient des interventions douloureuses pour acquérir l'apparence exacte dictée par le directeur artistique de l'œuvre. Cette équipe de consultants artistiques, en réalité des spécialistes de la douleur avec des connaissances en peinture et sculpture, travaillait sous les ordres des nobles pour garantir que chaque détail corresponde à la vision esthétique. Les victimes étaient y confinées dans des chambres spéciales pendant la préparation, où elles étaient entraînées aux postures et aux gestes requis. Il n'y avait pas d'échappatoire. Chaque mouvement était calculé pour satisfaire aussi bien la fantaisie visuelle que la pulsion sadique des organisateurs. Mais le duc d'Orléans ne fut pas le seul à pousser l'art vivant à des extrêmes inimaginables. Madame de Montano, publiquement connue pour sa dévotion religieuse, créa ce qu'elle appelait des mystères sacrés. Il s'agissait de productions à thème chrétien où des enfants vêtus d'anges étaient soumis à des actes dégradants dans des décors imitant des cérémonies liturgiques. Les membres de la société, vêtus de robes cléricales, participaient à ces représentations, mêlant le sacrilège à l'exploitation la plus crue. C'était une manière de se moquer de la morale conventionnelle, de profaner des symboles sacrés tout en obtenant du plaisir par l'humiliation et le contrôle absolu. Ces productions devinrent de véritables événements au sein des cercles aristocratiques européens. Des nobles d'Angleterre, de Russie et d'autres coins du continent voyageaient expressément en France pour y assister. Certains apportaient leurs propres victimes en guise de cadeaux à la société. D'autres commandaient des représentations personnalisées, adaptées à leur goût particulier. Ce réseau de commandes internationales non seulement élargit la portée de la société, mais transforma aussi ses œuvres en un lucratif commerce clandestin, avec des succursales dans d'autres capitales et un échange constant de talents et de méthodes créatives. La documentation qui a survécu décrit ces activités avec un détail qui glace le sang. Ils ne se limitaient pas à organiser l'événement et à en profiter. Ils en évaluaient le succès. Les membres prenaient des notes minutieuses sur chaque production, notant non seulement l'accomplissement esthétique, mais aussi le niveau de souffrance atteint. Ils discutaient d'améliorations pour de futures mises en scène, proposaient des innovations et rivalisaient pour surpasser la créativité et la brutalité de la représentation précédente. L'art vivant devint une sorte de laboratoire où se mêlaient disciplines artistiques et techniques de torture. Peintres, sculpteurs et architectes étaient engagés pour concevoir des décors et des compositions visuelles, tandis que médecins et chirurgiens appliquaient leurs connaissances pour modifier des corps humains, comme s'ils étaient de l'argile ou de la toile. La frontière entre l'art et le crime s'estompa complètement dans ces espaces, où l'esthétique justifiait tout acte. Les victimes, quant à elles, survivaient rarement indemnes. Beaucoup restaient marquées à vie, physiquement et psychologiquement. Celles qui réussissaient à en sortir vivantes le faisaient après des semaines ou des mois d'enfermement, affaiblies et mutilées, pour être ensuite renvoyées dans le circuit d'exploitation ou simplement écartées.
le fait que ces pratiques se soient méconnues, célébrées et commentées en privé au sein de l'élite, démontre à quel point la morale avait été remplacée par une logique de pouvoir sans limite. En fin de compte, l'art vivant représentait l'aboutissement de la philosophie de la société. L'idée que la beauté, le pouvoir et la souffrance pouvaient s'entrelacer pour créer une expérience supérieure, réservée uniquement aux plus cultivés et puissants. De leur point de vue, ces productions étaient plus qu'un divertissement. Elles étaient une déclaration de domination absolue sur la vie et le corps d'autres êtres humains. Mais le plus inquiétant était encore à venir. La consolidation de ce système et son acceptation tacite par la cour ouvriraient la porte à quelque chose d'encore plus dangereux. L'approbation officielle du monarque qui transformerait ces atrocités privées en une politique protégée par l'État. Le saut définitif de la dépravation aristocratique, d'un vice privé à une machinerie institutionnalisée, se produisit en 1762 lorsque Louis XV, fasciné par les activités de la Société des libertins philosophiques, décida de leur accorder ce qu'il appela lui-même l'exploration philosophique de la nature humaine. En termes simples, le monarque concédait à l'élite une licence tacite pour poursuivre et étendre ses pratiques, à condition que celle-ci soit masquée sous le prétexte d'une étude intellectuelle. C'est ainsi que naquit le Bureau d'études philosophiques, un département gouvernemental qui, officiellement, avait pour mission de promouvoir la connaissance humaine, mais dont la véritable fonction était de coordonner et de protéger les opérations d'exploitation aristocratique. Sous cette couverture, la machinerie de l'horreur atteignit un degré d'organisation et de sécurité inimaginable dans les décennies précédentes. Le bureau fonctionnait avec l'efficacité de toute autre administration d'État, sauf que sa matière première n'était pas des documents ni des marchandises, mais des personnes. Il tenait des registres détaillés de chaque victime, cataloguant son âge, son sexe, son état physique, ses compétences et sa disponibilité. Il administrait des réseaux de transport pour les transférer entre les propriétés aristocratiques, garantissant que l'approvisionnement ne soit jamais interrompu. Il fournissait même une protection juridique aux nobles impliqués, s'assurant qu'en cas de décès ou de blessure incommodante, les responsables soient exempts de toute conséquence. Cette protection officielle non seulement protégea les membres de la société, mais leur donna un sentiment d'impunité absolue. Le duc d'Orléans agrandit ses installations, créant des centres spécialisés dans différents types de services. Madame de Pompadour, de son côté, fonda de véritables académies d'entraînement où enfants et adolescents étaient systématiquement modelés pour répondre aux exigences de leurs futurs maîtres. Même des nobles de rang inférieur, qui auparavant ne pouvaient pas se permettre ces extravagances, commencèrent à maintenir leurs propres espaces privés, sûrs que l'approbation royale les rendait intouchables. L'implication internationale fut également alarmante. Sous l'égide du bureau, des programmes d'échange furent établis avec des aristocrates d'autres nations. Victimes et méthodes circulaient entre les cours et les innovations françaises s'exportaient vers d'autres capitales européennes, comme s'il s'agissait de marchandises de luxe. Le prestige de la cour française comme centre du raffinement européen acquit une nuance sinistre. Elle était désormais aussi considérée comme une destination privilégiée pour ceux qui cherchaient des expériences extrêmes protégées par un État complice. L'une des fonctions les plus dangereuses du bureau était ce qu'ils appelaient la documentation systématique. Sous prétexte de préserver les résultats de leurs recherches philosophiques, ils stockaient des registres minutieux de chaque activité. Nom des participants, détails des pratiques, résultats esthétiques et émotionnels, correspondance avec des partenaires internationaux et, surtout, suffisamment de matériel pour faire chanter tout membre qui tenterait de quitter ou de trahir le réseau. Cette arme à double tranchant assurait la loyauté, car tous savaient que, entre de mauvaises mains, ces documents pouvaient sceller leur destin. Vers 1770, le réseau protégé par le bureau comptait plus de 300 participants actifs en France et des filiales, dans la plupart des capitales européennes. Il traitait des milliers de victimes chaque année, utilisant des installations qui ressemblaient au plus à des centres industriels qu'à des résidences privées. Tout était pensé pour maximiser l'efficacité du système, de la sélection et du transport à la préparation et à la réutilisation des survivants. L'approbation royale avait transformé un ensemble dispersé de perversions individuelles en un réseau coordonné qui fonctionnait avec la précision d'un engrenage étatique. Et pourtant,
Cette même organisation contenait la graine de sa chute. Plus la machinerie devenait grande et visible, plus il devenait difficile de la cacher à une population qui commençait à s'indigner de la disparition de ses enfants et du contraste insupportable entre la misère populaire et le luxe démesuré de la cour. Les activités du bureau, conçues pour rester dans l'ombre, commenceraient très bientôt à laisser des traces impossibles à effacer. Et lorsque l'indignation populaire trouverait les preuves, même le pouvoir d'un roi ne pourrait sauver ceux qui avaient cru que leur autorité était éternelle. La machinerie d'exploitation qui pendant des décennies avait fonctionné avec une précision quasi militaire commença à montrer des fissures dans les années 1780. L'ampleur des opérations nécessitait une infrastructure trop visible pour passer inaperçue. Des caravanes transportant des serviteurs vers différentes propriétés aristocratiques, des transactions financières aux sommes exorbitantes et une vague croissante de disparitions commencèrent à attirer l'attention non seulement des familles affectées, mais aussi de secteurs de plus en plus inquiets de la société parisienne. La crise économique qui précéda la Révolution aggrava la situation. La faim poussait des familles désespérées à vendre leurs enfants sous la promesse d'emplois domestiques ou d'apprentissages artisanaux. Cependant, la réalité était que beaucoup de ces enfants et jeunes disparaissaient sans laisser de traces, absorbés par le réseau aristocratique. Les plaintes, bien qu'ignorées pendant des années par des juges et des policiers corrompus, commencèrent à s'accumuler. Le volume des cas était si important qu'il devint impossible de le taire. Le véritable point de rupture survint lorsque, dans le cadre des enquêtes révolutionnaires de 1792, les archives de la Société des libertins philosophiques furent découvertes. Cette découverte fut comme ouvrir une porte sur l'enfer. Des documents détaillés avec des noms, des descriptions, des transactions, de la correspondance internationale et même des plans des installations utilisées. Le contenu était si explicite et méticuleux que beaucoup refusaient de croire que c'était réel. Mais ça l'était, et son authenticité fut confirmée par les propres sceaux et signatures de certains des nobles les plus influents de France. L'impact sur l'opinion publique fut dévastateur. Les rues se remplirent d'indignation, non seulement à cause du luxe obscène de l'aristocratie pendant que le peuple mourait de faim, mais aussi par la révélation que ce luxe avait été financé et alimenté par la souffrance humaine la plus atroce. Les journaux révolutionnaires publiaient des extraits des registres et les descriptions des spectacles et expériences provoquaient un mélange d'horreur et de fureur collective. Face à la certitude que le jugement signifierait la condamnation, de nombreux aristocrates optèrent pour le suicide avant d'affronter le scandale public. Le duc d'Orléans, conscient que ces vastes registres le condamnaient sans remède, ingéra du poison dans sa cellule la nuit précédant son procès. Madame de Montaneau s'enfuit en Angleterre, mais fut retrouvée morte dans sa résidence londonienne, supposément d'une overdose de laudanum pour éviter l'extradition. Les implications internationales furent immédiates. La correspondance trouvée dans les archives du Bureau d'études philosophiques compromettait des nobles de toute l'Europe, générant des crises diplomatiques. Des gouvernements entiers furent obligés de nier ou de minimiser l'implication de leurs élites, tandis qu'en privé, ils tentaient de détruire toute trace qui pourrait les lier. Au milieu du climat de terreur et de justice sommaire de la Révolution, ces découvertes servirent à justifier des mesures extrêmes contre l'aristocratie. Il ne s'agissait plus seulement d'une lutte pour l'égalité économique, mais d'un règlement de compte moral contre une classe dirigeante qui avait franchi toutes les lignes imaginables. Et ainsi, avec la chute de la monarchie, le manteau d'impunité qui avait si longtemps protégé le réseau dépravé s'effondra également. L'histoire de l'aristocratie française dans les décennies précédant la Révolution est l'un des exemples les plus complets et terrifiants de la façon dont le pouvoir absolu peut corrompre jusqu'au dernier recoin de la morale humaine. Ce qui commença comme un ensemble de vices privés, nourris par l'oisiveté et la richesse sans limite, finit par se transformer en un réseau institutionnalisé d'exploitation humaine, avec le soutien de la plus haute autorité du royaume. Et cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a été le résultat de générations qui ont confondu le raffinement culturel avec la brutalité sophistiquée. Les défenseurs de ce système ont construit des justifications philosophiques complexes pour leurs actes. Ils se sont convaincus que leur comportement n'était pas immoral, mais une forme de pensée avancée, un exercice intellectuel qui transcendait les normes du commun des mortels.
Pour eux, la morale conventionnelle était une limitation imposée aux masses ignorantes, et leur éducation et leur lignage supérieur leur donnaient enfin le droit de traiter d'autres êtres humains comme des objets pour leurs expériences. Ces idées non seulement masquaient la cruauté, mais la transformaient en vertu au sein de leur cercle fermé. L'approbation royale fut le catalyseur qui transforma la dépravation dispersée en un système parfaitement rodé. Sous la protection de l'État, les perversions privées devinrent une machinerie qui opérait avec l'efficacité de toute autre institution gouvernementale, mais dédiée exclusivement à faciliter des horreurs qui auraient scandalisé même les tortionnaires médiévaux. L'utilisation de l'appareil bureaucratique pour couvrir et perfectionner ces crimes démontra que, lorsque le pouvoir manque de limites effectives, il peut devenir un complice direct des pires abus. Cependant, l'ironie suprême de cette histoire est que les mêmes excès que les aristocrates considéraient comme la preuve de leur supériorité étaient, en réalité, la preuve la plus claire de leur faillite morale. Pendant qu'ils débattaient de philosophie et rédigeaient des défenses élaborées de leur conduite, ils minèrent les bases sociales qui soutenaient leur propre pouvoir. La Révolution ne fut pas seulement l'explosion d'une colère économique contre l'inégalité. Elle fut surtout une réponse viscérale à la découverte d'un système qui avait confondu civilisation et barbarie ornementée. Les documents qui ont survécu aux tentatives de destruction, archives, lettres, plans et journaux personnels, constituent un témoignage qui ne peut ni ne doit être oublié. Ils nous rappellent que les pires crimes de l'histoire ne sont pas toujours l'œuvre de monstres solitaires, mais de réseaux organisés qui opèrent sous l'apparence de légitimité et de culture. La sophistication intellectuelle, sans un ancrage moral solide, peut devenir un outil dangereux, capable de justifier toute atrocité. Ce schéma n'est pas exclusif à la France du XVIIIe siècle. Tout au long de l'histoire, nous avons vu se répéter la même dynamique. Une élite qui accumule un pouvoir sans contrôle, qui l'utilise à ses propres fins et qui construit des rationalisations complexes pour se protéger de toute critique. Le langage change, les symboles changent, mais l'essence demeure. La corruption absolue fleurit là où il n'y a ni limite ni surveillance. Réfléchir à cet épisode est plus qu'un exercice historique. C'est un avertissement. Cela nous oblige à remettre en question ce que nous acceptons comme normal lorsque cela provient des plus hautes sphères de la société, à nous méfier des justifications qui invoquent la tradition, la culture ou la prétendue supériorité intellectuelle. Cela nous invite à reconnaître que la dégradation morale peut se présenter vêtue de robes de soie, parler d'un ton raffiné et citer des philosophes, et pourtant être une manifestation de barbarie. Si ce récit a laissé un goût amer et un nœud à l'estomac, c'est parce que son but n'est pas seulement de raconter une histoire sombre, mais de nous rappeler que, tant qu'il existera un pouvoir sans reddition de comptes, il y aura toujours ceux qui tenteront de modeler la réalité à leur convenance, quel qu'en soit le coût humain. La France aristocratique du XVIIIe siècle est tombée parce qu'elle a confondu le luxe avec la vertu et l'impunité avec l'éternité. Cette erreur, répétée à toute époque, peut conduire au même destin. Et ainsi, en refermant ce chapitre, la question inévitable demeure. Combien de vérités enfouies sont encore cachées derrière les façades polies du pouvoir actuel ? L'histoire, avec ses lumières et ses ombres, nous enseigne que les murs dorés peuvent cacher les secrets les plus sombres, et que la vigilance citoyenne est le seul antidote contre la répétition de ces horreurs.